À 7h39, l'Afrique sous les projecteurs, donc avec pour commencer le Kenya sous haute tension. La population se rend aujourd'hui aux urnes pour élire son président avec en mémoire le spectre des événements de décembre 2007. À l'époque, le résultat contesté par l'opposition avait donné lieu à un bain de sang avec plus de 1200 morts dans des affrontements ethniques. Aujourd'hui, à Nairobi, ils sont déjà des milliers à fuir la capitale de peur que ces événements ne se reproduisent. La présidentielle kenyane dans l'actualité du jour, mais en ce moment, c'est toute une partie de l'Afrique qui est en ébullition. Paul Kagame, qui dirige le pays depuis 1994, a été réélu vendredi dernier au Rwanda. Tout récemment, également des législatives au Sénégal, au Congo-Brazzaville, avec souvent une vive opposition, parfois une flambée de violence et des soupçons toujours fréquents de fraude électorale. Avec notre invité ce matin, nous ouvrons un large chapitre sur l'avenir de tout un continent très divers qu'est l'Afrique. Bonjour Max Lobé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans notre studio de Genève. Vous êtes écrivain. Arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans, il n'y a donc pas si longtemps, puisque vous en avez 31, il y a 13 ans que vous êtes en Suisse. Mais vous voyez quand même, je prends la ride, donc ça va. Vous avez des rides, ça ne se voit pas à la caméra, en tout cas pas vu d'ici. Merci donc beaucoup d'être avec nous, oui, pour parler de ce continent, l'Afrique très divers, comme peut l'être l'Europe évidemment. Le Kenya, pour commencer, on l'a dit, les Kenyans qui choisissent aujourd'hui leur président, on l'a entendu hier dans un reportage diffusé dans notre journal de la mi-journée, à 12h30, des milliers de personnes fuient déjà la capitale Nairobi pour échapper aux éventuelles violences. Comment expliquer que les gens partent plutôt que de voter? Est-ce que ça, c'est une question évidemment que je vous pose, c'est pas l'échec de la démocratie au Kenya, ça? Alors déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment insister, en fait, vous remercier d'insister sur le fait que l'Afrique, c'est quand même un vaste continent, hein, c'est 54-55 pays, donc on va essayer de l'aborder comme ça de manière générale. Évidemment, les gens partent parce que, par mesure de prévention, voyez-vous, une fois que le serpent vous a mordu, même le ver de terre vous fait peur. Donc, ils ont été sacrément mordus par ce serpent de crise post-électorale de 2007, avec des violences vraiment inouïes. On parle de 1200 morts et de centaines de déplacés. Donc vous imaginez qu'avec une élection comme celle-ci, qui a vraiment tous les ingrédients pour que détonation il puisse avoir. Donc les gens se préparent déjà à quelque chose qui pourrait arriver. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est plutôt le fait que des gens s'inscrivent par exemple à Nairobi, hein, dans la capitale, mais fuient avant de voter. Ils ont peur de quoi concrètement là? Est-ce que le serpent est toujours dans la place là? Oui, moi je pense. Regardez les deux candidats qui sont au coude à coude. Quand vous regardez Raila Odinga, qui est quand même l'opposant historique. Qui était trois fois candidat malheureux, hein, qui est face au sortant Uhuru Kenyatta. Hein. Exactement, c'est un monsieur qui a quand même un certain âge, qui a 72 ans si je ne m'abuse, et qui est un vrai leader d'opposition. C'est quelqu'un qui a à mesure de déplacer des foules, notamment dans la localité, je vais dire, de slums, des bidonvilles de Kibera, qui mobilise un certain nombre de personnes, notamment les jeunes. Et ça fait un certain moment qu'ils attendent ce changement. Alors, Uhuru Kenyatta est le président sortant, qui a aussi ses fans, on va dire ses militants. Donc il suffit d'un peu pour que la situation dégénère, surtout quand on nous parle de l'arrivée du vote électronique. En fait, c'est pas la première fois, je pense en 2013 déjà, il y avait le vote électronique et l'assassinat récent d'un des responsables de la commission électorale, notamment du service électronique. Donc il y a quand même tous les ingrédients semblent réunis. Maintenant, on va voir ce que la cuisinière va faire. Mais est-ce que vous parlez du vote électronique au Kenya, on sait aussi qu'au Kenya, il y a le poids des tribus, des 44 tribus, qui est très important dans les alliances politiques pour gagner une présidentielle. Il y a le volet électronique, vous venez d'en parler, Max Lobé. Est-ce que finalement cette élection au Kenya n'est pas un peu le symbole de ce mélange politique en Afrique de modernité et de tradition, tout ça sous fond de climat très très tendu? J'ai toujours beaucoup de mal à parler de tribus lorsqu'il s'agit de politique en Afrique. Pourtant, il y a bien cet élément-là. Par exemple, on parle là du Kenya, M.
Kenyatta est un Kikuyu, Monsieur Odinga est un Luo. Donc on voit très bien ces deux tribus, on va dire majoritaires, les plus grandes en tout cas au Kenya, qui s'affrontent. Mais c'est pas vraiment ça. Pourquoi vous avez du mal à parler des tribus, dites-nous? Parce que je pense que c'est une occidentalisation, en fait c'est porter des lentilles occidentales pour lire certaines réalités africaines et du coup ça déforme un peu la réalité. Est-ce que lorsqu'il y a des élections en France, on parle du monsieur de la tribu Bretagne ou du monsieur de la tribu basque ou je ne sais pas moi, non. On dit simplement il vient de la région de Basque, de la région de Bretagne. Bon alors en Suisse on pourra dire voilà il est de la tribu genevoise ou de la tribu vaudoise. Reste encore à définir ce que comportent ces tribus genevoises et vaudoises. Mais enfin le tribalisme en Afrique existe encore, non? Ça existe, mais je crois que c'est un élément utilisé simplement pour mener les foules en bateau. Parce que finalement, ce qui est intéressant, si on veut vraiment parler de démocratie, en tout cas d'une pointe de démocratie, c'est pas la tribu ni l'ethnie, c'est le contenu. Et il se trouve que dans plusieurs pays, en tout cas du bassin du Congo, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de programme politique. On vote parce que, oui, peut-être la tribu, peut-être parce que il y a une sorte de stabilité. Aussi, il y a l'élément de la religion, hein, qui est un autre opium comme ça, vraiment servi à la population de manière incroyable. Quand on regarde par exemple le cas de la Centrafrique, c'est très frappant parce que vous me direz tout ce que vous voudrez, mais cet élément chrétien, musulman n'a simplement pas de sens. C'est très intéressant de vous entendre, Max Lobé. Vous parliez de continuité. Si on reste dans cette région des Grands Lacs, après le Kenya, nous avons le Rwanda qui vient désigner son président, Paul Kagame. Alors lui, il est bien connu. Kagame, il se succède à lui-même avec une victoire écrasante à plus de 98% des suffrages. Qu'est-ce que ça vous évoque là? On est encore dans la continuité ou c'est autre chose? On lui dit félicitations déjà, parce que quand même 98%, il faut bien le faire. Et vous avez un large sourire quand vous dites ça, évidemment. Ben oui, voyez-vous. Au-delà de ces résultats qui sont quand même... Parce qu'il est présenté en modèle, Kagame. Il est présenté en modèle comme un exemple pour l'Afrique. C'est un leader charismatique qui a surdressé une partie de l'économie, etc. Est-ce que c'est vraiment un modèle? Quelqu'un qui se fait réélire comme ça par 98% des suffrages? Alors, avant de commenter les 98%, il faut dire que, vous l'évoquiez tout à l'heure, Paul Kagame est présenté comme vraiment quelqu'un qui a réussi à redresser son pays après la crise profonde et le génocide qu'ils ont vécu malheureusement en 94. C'est quelqu'un qui a réussi à remettre le pays sur les rails. On parle de croissance à 7-8% toutes les années, et c'est pas le seul pays africain, mais il a réussi quand même à apporter une certaine modernité, à enlever d'ailleurs des cartes d'identité rwandaises l'ethnie. Hein. Il y a plus de Hutu ni de Tutsi. On voit les rues sont superbes. Il y a une sorte de il y a des Silicon Valley à Kigali. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à moderniser son pays. Maintenant, est-ce que ceci explique les 98%? Je ne sais pas. On parle de près de 10 millions de votants, 9 millions et demi. Est-ce que 9 millions de personnes se sont vraiment portées pour lui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que il faut bien dire, contrairement au Rwanda, au Kenya, le Rwanda, me semble-t-il, n'a pas une vraie opposition. On parle ici et là, par exemple, de Faustin Twagiramungu, ou notamment aussi la femme, la jeune dame Diane Rwigara, mais c'est pas des opposants en ce sens qui peuvent manifester, en fait, mobiliser des foules, comme Raila Odinga au Kenya, comme, je ne sais pas, Ping au Gabon, etc., comme Moïse Katumbi au Congo. Est-ce qu'on peut parler de démocratie quand même du côté du Rwanda? Il y a une dose de démocratie, voyez-vous, il n'y a pas de démocratie parfaite. J'aimerais bien que vous me citiez un pays qui soit tout à fait parfait en démocratie. Il y a une dose de démocratie. Vous me posez une colle là, mais enfin j'imagine que le pays dans lequel on vit n'est pas mal sur ce plan-là. Oh oui, c'est déjà pas mal, c'est vrai. Sur un continuum de 0 à 10, on serait plutôt sur 8-9. Et peut-être le Rwanda serait sur 4-5, mais c'est déjà la moyenne. Hein. Donc par rapport à certains qui sont
sont plutôt à la traîne. Donc, est-ce que vous préférez avoir une dictature sanglante à une dose de démocratie? C'est une question qui restera en suspens. Évidemment, je n'ai pas la réponse. Mais une dose de démocratie, c'est déjà pas mal, dites-vous, Max Lobé. Il y a cette continuité, cette longévité, pour ne pas dire plus, de certains dirigeants. Alors, on parlait de Paul Kagame. Vous êtes camerounais. Des élections se profilent pour fin 2018. Quel regard vous portez sur votre pays? On a un président, Paul Biya, qui est en poste depuis près de 40 ans. Ça, c'est quoi? C'est une longévité, pour y revenir, qui vous inquiète ou qui vous rassure? Permettez-moi une boutade à la camerounaise. C'est notre papa et il restera là autant qu'il voudra. Mais donc, ça c'était pour la blague. Non, mais ça n'en est peut-être pas une, hein, c'est peut-être pas une blague, on vous entend. Je pense que c'est peut-être pas une blague, comme vous avez dit. Les élections l'année prochaine, j'ai été au Cameroun en fin 2015. Je pense qu'avec ce qui s'y passe, avec notamment la crise avec Boko Haram, la crise dite anglophone, il y a tout aujourd'hui pour que le président Biya reste au pouvoir sans fraude, je pense, et je mesure mes mots. Je vais insister sur quelque chose, au-delà de la démocratie, parce que ça, c'est vraiment un mot galvaudé, un peu balancé comme ça par les Occidentaux pour revendiquer un peu tout et n'importe quoi. Il faut laisser ces jeunes nations, hein, dans le sens de l'État-nation, trouver leur voie, qui ne sera peut-être pas la démocratie à la Suisse, parce que même la Suisse n'a pas la démocratie française ni la démocratie américaine. Donc chacun a son mode. Mais je voudrais insister sur quelque chose. C'est le sentiment de bons résultats. On parlait du Rwanda. Il y a un sentiment de bons résultats. Il y a un sentiment de ce que les jeunes n'ont pas besoin forcément de partir. Ils peuvent trouver du travail sur place. Il y a un sentiment de ce que voilà, tout va bien, qu'il y a des entreprises qui s'installent. Par exemple, la lutte contre la corruption, une ONG qu'on peut critiquer ou pas, Transparency International, classe quand même le Rwanda 4e pays le moins corrompu au monde. Tous ces éléments-là font que, même si dans la réalité, pour beaucoup de personnes, ils ne perçoivent pas encore le changement, mais voilà, ce sentiment de ce que les choses avancent permettent aux gens de maintenir un président au pouvoir. Donc c'est une continuité qui est plutôt vertueuse, au fond, plutôt qu'une rupture permanente qui serait néfaste pour certains pays. Il faut ça. Pour certains pays, vous avez dit, à quoi ça sert de changer l'équipe qui gagne? Même en Suisse, il y a des conseillers fédéraux qui restent 16 ans. Oui. Il y en a de moins en moins. Angela Merkel, de moins en moins, peut-être Angela Merkel, ça fait un moment qu'elle est au pouvoir, on ne va pas comparer. Mais je veux dire que s'il y a un sentiment de ce que les preuves sont, les résultats sont là, alors pourquoi pas? Pourquoi pas, au lieu de reprendre quelqu'un qui serait peut-être jeune et accepté par ce qu'on appelle la communauté internationale pour en fait faire bien pire que ce que son prédécesseur avait fait. Max Lobé, évidemment que l'Afrique est plurielle. Hein. Le Kenya et le Rwanda sont au fond aussi différents que la Norvège et l'Italie, enfin, pour prendre un exemple qui est peut-être parlant. Mais est-ce que vous pensez que quand même l'Occident continue d'avoir un regard biaisé, tronqué et un peu néocolonial vis-à-vis de l'Afrique? C'est une question de journaliste. C'est évident pour vous? Vous dites une évidence. On dirait dans un bon proverbe camerounais, vous essayez de manger votre piment dans ma bouche. C'est une évidence que ce qu'on appelle aujourd'hui communauté internationale, qui est vraiment, pardonnez-moi, une grosse arnaque, ne signifie rien. Il y a des acteurs derrière ce qu'on appelle la communauté internationale. On peut les citer sans les fâcher. Je ne dis rien qui vous inquiète. Par exemple, la France, les États-Unis, l'Angleterre, un peu la Suisse dans une certaine mesure, qui ont des intérêts. Voilà, qui ont des intérêts. Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui sans offenser personne. Et c'est d'ailleurs, je dirais même une bonne chose que ces pays défendent leurs intérêts. Par contre, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y ait pas de président ou de responsable africain pour vraiment défendre les intérêts de l'Afrique. Et même quand il y en a, qu'est-ce qui se passe? Peut-être ils finissent par être délogés. Par qui? On nous dira la communauté internationale, parce qu'ils auraient tiré sur leur population. Moi, j'aimerais bien qu'on déloge beaucoup de dictateurs sur cette planète. Pas seulement dans quelques pays. C'est très intéressant. Qui aimeriez-vous voir dégager? Vous êtes un peu dégagiste? C'est pas à moi de le dire. C'est à ceux qu'on appelle la communauté internationale qui en ont dégagé ici et là de nous dire. Ouais. L'aide au développement, cette expression, la communauté
plus internationale? Est-ce qu'elle doit continuer dans sa stratégie de l'aide au développement? Ou est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui vous semble un peu une arnaque, pour reprendre votre expression? C'est délicat parce que on vous dira que oui, ça permet de faire avancer 2 projets ici et là. Et puis, je ne veux pas que les associations, les ONG qui travaillent sur le terrain me tombent dessus. Mais il faut quand même être réaliste. Ça fait combien d'années qu'on parle d'aide au développement? Et quand j'entends des parlements européens, j'entends des pays européens chipoter sur un 0,4% du PNB pour pouvoir financer l'aide au développement, à la coopération, ça me fait un peu rigoler. Regardez ce qu'il vient d'Afrique pour l'Europe. Les entreprises européennes installées en Afrique, dans plusieurs pays africains, je pense par exemple au Congo, qui se font vraiment beaucoup d'argent dans ces pays-là, payent un peu d'impôts en Europe, et puis sincèrement en Afrique ils ne payent pas. Par exemple, moi je vous donne un exemple concret. J'aimerais bien que certaines entreprises, pour pas les citer, pour pas les fâcher, c'est de bonne guerre, on est gentils entre nous, Nestlé, Glencore, j'aimerais bien qu'ils puissent payer entreprise un basée impôt, en par Suisse, exemple, évidemment, ouais. qu'ils puissent payer un impôt sur l'environnement, hein, un impôt sur l'environnement dans certains pays africains, parce qu'il y a beaucoup de déchets qui sont rejetés, et ça, ils le font pas. Ils le font pas. C'est quand même beaucoup d'argent qui reviendrait dans les caisses de ces pays africains-là, et qui n'auront donc pas besoin de tendre moins la main hypocrite comme ça que l'aide au développement? Ce serait moins hypocrite? Je pense que ce serait plus juste et moins vertical, parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que certains pays, j'ai pas envie de les citer, mais certains pays africains, quand même, ont des dirigeants qui cachent beaucoup d'argent en Occident et qui, de l'autre côté, reçoivent quelques miettes. Pardonnez-moi, hein, on ne va pas cracher sur l'aide, mais quand même, c'est quelques peanuts pour l'aide au développement. Donc, il faudrait qu'il y ait une responsabilité d'abord au niveau des dirigeants africains. Je me permets, par exemple, là, le cas du fils du président équato-guinéen Obiang, qui a eu un procès récemment à Paris. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les détournements de fonds, oui. On lui a confisqué des voitures, je crois. On lui a confisqué pas mal de choses. On lui demande quand même de verser 30 millions d'euros au parquet de Paris. Mais c'est une rigolade. Ouais. Ça ne vous choque pas, vous, que quelqu'un détourne de l'argent dans son pays et que ce soit à Paris qu'il verse 30 millions d'euros? Bien sûr que ça me choque. Mais avant, comme journaliste, avant d'être choqué, j'essaie de savoir où se niche la vérité. Vous voyez, c'est un réflexe d'essayer d'établir les faits. Mais c'est pas un fake news que je vous donne. Oh non, on en a parlé, absolument.